Imaginez Turin, ce 8 septembre 1749. La ville vibre de célébrations. Ce jour-là, on honore la mémoire d'Eugène de Carignan, le héros qui, quelques décennies plus tôt, avait libéré la cité des Français. Les cloches résonnent dans l'air pur, et une procession majestueuse s'élève vers la basilique de la Superga. À sa tête, une statue d'argent de la Vierge Consolata scintille sous les rayons du soleil, portée avec révérence par de jeunes hommes. Le canon tonne depuis les hauteurs, et le peuple chante avec ferveur des hymnes mêlant prière et exaltation patriotique. Une atmosphère vibrante, presque divine. Mais au milieu de cette effusion, à quelques rues de là, dans l'ombre du palais Carignan, un cri brise l'euphorie générale. C'est celui d'un nouveau-né. Ce jour-là, sous ses auspices héroïques, vient au monde Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, 5e enfant de la famille princière. Ce n'est pas une naissance comme les autres, c'est celle d'une enfant destinée à une vie à la fois brillante et tragique, marquée par les tumultes de son époque. Marie-Thérèse grandit dans un univers à la fois austère et bienveillant. Les murs massifs du palais Carignan ne laissent guère place à la fantaisie. Ici, point de luxe ostentatoire ou d'éclat de cour. La famille Carignan, bien qu'issue d'une lignée prestigieuse, vit en retrait, loin des intrigues de la cour de Savoie. Les repas sont simples, les distractions rares. L'hiver s'écoule dans un silence monotone, et l'été, la famille se retire au château de Racconigi, où un modeste théâtre offre quelques divertissements. Là, parents et enfants jouent là la comédie pour oublier, un instant, les contraintes de leur rang. Pourtant, dans cet environnement presque frugal, Marie-Thérèse s'épanouit. Ses longues mèches blondes, ses grands yeux translucides et son sourire candide inspirent une tendresse spontanée à ceux qui l'approchent. Mais derrière cette innocence, une mélancolie latente semble déjà s'insinuer. Héritée de sa mère, une femme belle, mais marquée par les épreuves. Son père, lui, est un homme fier, passionné par les parades militaires et les souvenirs de ses glorieux ancêtres. Ces deux influences, la tendresse mélancolique de sa mère et la droiture martiale de son père, sculptent le caractère de Marie-Thérèse, la préparant à affronter les tumultes de la vie qui l'attendent. Adolescente, Marie-Thérèse rêve. Elle rêve de la cour de France, qu'on lui dépeint comme un paradis terrestre. Dans son imagination, elle se voit princesse, évoluant dans des jardins enchantés, rythmés par des musiques légères et des galanteries élégantes. Pourtant, sa réalité est bien différente. Loin de ses illusions, elle est sujette à des maux de tête fréquents, surveillée avec sollicitude par une vieille nourrice qui la veille jour et nuit. Elle grandit fragile, oscillant entre des éclats de gaieté et une tristesse discrète. Mais dans ses rêves, tout cela s'efface. Elle se voit déjà portée par les délices d'une vie de cour. L'année 1767 marque un tournant. À 17 ans, Marie-Thérèse, dans l'éclat de sa beauté juvénile, se prépare à devenir l'épouse du prince de Lamballe. Le choix n'est pas le sien, mais celui des intérêts politiques de la famille. Pourtant, lorsqu'on lui montre une miniature de son futur époux, elle s'autorise à rêver. Il est beau, avec des traits délicats et une allure distinguée. Son sourire autoritaire, ses yeux sombres, tout en lui semble annoncer une vie romanesque. Lorsqu'on lui demande si elle accepte cette union, sa réponse ingénue amuse l'assemblée. Il ne m'inspire pas plus de répulsion qu'un autre. Le mariage est rapidement arrangé. Les contrats sont signés, les dotations réparties. La jeune princesse, bien que fascinée par les promesses de son avenir, ne peut cacher une certaine appréhension. Quitter sa famille, ses frères et sœurs, son palais d'enfance, tout cela lui semble irréel. Pourtant, elle s'abandonne à l'idée d'un bonheur futur, portée par sa foi en une destinée heureuse. Mais si Marie-Thérèse se laisse bercer par ses illusions, la réalité est bien plus sombre. Le prince de Lamballe, en dépit de son charme apparent, est un homme fragile, épris de plaisirs faciles et de libertinage. Élevé dans une discipline austère par son père, le pieux duc de Penthièvre, il a tôt fait de rejeter ses principes pour s'abandonner à une vie de débauche. À Turin, la jeune princesse Marie-Thérèse de Carignan se tient sous un voile délicat, presque écrasée par le poids du destin qu'elle n'a pas choisi. Ses pensées vacillent entre la curiosité et l'effroi. Le mariage, ce contrat signé par des mains royales et puissantes, la lie à un homme qu'elle ne connaît même pas. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une répétition générale, un simulacre d'un engagement qu'elle devra honorer en terres étrangères.
Le roi murmure quelque chose, mais le poids de l'inévitable l'étourdit déjà. Le départ de Turin est une coupure brutale. Les acclamations de la foule résonnent comme un adieu définitif. Le carrosse de la princesse fend la masse compacte, la laissant seule avec ses pensées. À chaque tour de roue, les illusions tombent comme les feuilles d'un automne précoce. L'exil commence. Lorsqu'elle atteint Chambéry, la ville semble lui offrir un répit. Une décharge d'artillerie brise le silence pesant qui enveloppait son âme. Mais ce répit est de courte durée. Les portes lourdes d'un monastère s'ouvrent devant elle, et dans l'ombre des vitraux, elle est appelée à changer ses habits, comme si ce geste devait effacer son ancienne vie. Cette transformation matérielle est aussi symbolique. Elle n'est plus une simple fille de donnée ancienne vie, mais une princesse de Lamballe. Pourtant, ce titre noble est un fardeau, une cage dorée. Sur la route de Paris, les paysages se succèdent, et avec eux, l'écho de festivités qui masquent une vérité plus sombre. À Nangis, elle rencontre enfin son futur époux. L'histoire pourrait être celle d'un conte, avec ce détail charmant. Le prince de Lamballe, dans un élan romantique, s'est présenté déguisé en page pour l'observer incognito. Le stratagème amuse et intrigue la princesse, et pendant un instant, elle croit en la possibilité d'un bonheur à deux. Mais l'éclat de ce moment est fugace, comme un feu d'artifice qui illumine brièvement une nuit sans étoiles. À Paris, l'opulence de la cour contraste violemment avec les angoisses de la jeune mariée. Elle découvre un monde où les sourires sont des masques, où les compliments cachent des dagues. Les conversations, sous leurs airs frivoles, sont autant de jugements silencieux. Pourtant, elle s'efforce de briller, de remplir son rôle. Mais déjà, des murmures s'élèvent. Son accent provincial, sa gaucherie, tout devient prétexte à moquerie. Et puis, il y a son mari. Au début, il se montre charmant, presque dévoué. Mais très vite, la vérité éclate. Le prince de Lamballe est prisonnier de ses propres vices. Il s'éloigne, entraîné dans un tourbillon de débauche orchestré par le duc de Chartres. La princesse, elle, reste seule, abandonnée dans une solitude glaciale. Ses lettres à sa mère dévoilent un cœur brisé, une douleur qui dépasse les mots. Elle supplie, espère, mais rien ne ramène son époux. Et quand la maladie frappe le prince, c'est elle qui, malgré tout, reste à son chevet. À Lucienne, dans un château qui respire la quiétude, elle veille sur cet homme qui l'a trahi. Les nuits sont longues, ponctuées par les gémissements du mourant. Le 6 mai 1768, sous un ciel de printemps, le prince rend son dernier souffle. La princesse de Lamballe, à peine sortie de l'adolescence, porte déjà les stigmates d'une vie de sacrifice. Son sourire ne reviendra jamais tout à fait. Dans la lumière tamisée des fins de journée, l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs s'élevait telle une forteresse pour les âmes brisées. Ces murs anciens, bâtis au XIIe siècle, portaient en eux le poids des prières et des chants grégoriens, écho lointain des temps de Saint-Louis et Blanche de Castille. Les religieuses de Cîteaux, vêtues de robes blanches et d'un scapulaire noir, déambulaient entre les allées bordées d'arbres, leurs visages calmes masquant des cœurs profondément dévoués à la méditation et à la consolation des âmes perdues. C'est là que Marie-Thérèse de Lamballe, jeune veuve à peine sortie de l'enfance, trouva refuge. À seulement 18 ans, son cœur était un champ de bataille, meurtri par la trahison et le deuil. Le printemps environnant, avec ses arbres en fleurs et ses senteurs d'herbes fraîches, semblait se moquer de son chagrin. Les buis taillés se reflétaient dans les bassins immobiles, mais cette beauté ne parvenait pas à apaiser son âme. À l'ombre des vitraux incandescents de la chapelle, elle méditait, ses pas résonnant sur les dalles où reposaient tant d'autres vies éteintes. La douleur était une compagne silencieuse, implacable. Elle se souvenait de son enfance dorée à Turin, des fêtes somptueuses et de l'amour éphémère de son époux, aujourd'hui disparu. Elle se demandait pourquoi le destin l'avait brisée si tôt. Ses larmes, cachées à la vue des autres, coulaient librement ici. Mais la vie, implacable et puissante, appelait encore. Lentement, elle sentit renaître en elle une étincelle, celle de sa jeunesse, celle de son instinct de survie. Non loin de là, le duc de Penthièvre, écrasé par ses propres épreuves, trouvait dans sa piété un refuge contre les coups du sort. Homme d'une bonté rare, il voyait dans la souffrance une mission, celle de soulager les plus pauvres, d'offrir le fruit de sa douleur en charité. Pourtant, une ombre pesait sur lui,
celle de son fils disparu, et chaque geste de la princesse de Lamballe semblait raviver le souvenir de cet enfant perdu. Son visage, à l'ombre de son voile de deuil, était pour lui un miroir de tendresse et de regret. Leur rencontre fut un baume pour le duc. Dans cette jeune femme, il trouvait une alliée pour ses œuvres pieuses. Ensemble, ils arpentèrent les villages, distribuant aumônes et compassion. À ses côtés, la princesse reprenait des forces, découvrant dans le service des autres une raison de vivre. Mais le destin n'avait pas fini de jouer avec leur cœur. Dans les salons de Versailles, le mariage de mademoiselle de Penthièvre avec le duc de Chartres se préparait. Marie-Thérèse, bien qu'encore marquée par le deuil, assista à la cérémonie, un sourire pâle aux lèvres. Elle portait son propre chagrin avec une dignité qui imposait le respect. Pourtant, chaque regard posé sur son beau-frère, le duc de Chartres, ravivait en elle une douleur sourde. Cet homme, à l'origine de la chute de son mari, incarnait tout ce qu'elle haïssait. Et pourtant, par amour pour sa belle-sœur, elle se força à surmonter sa répulsion, à offrir sa présence en ce jour. Le mariage de la jeune Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, avec le dauphin, offrit à Versailles un éclat éblouissant. Les lustres scintillaient comme des étoiles, les cierges mêlaient leur lumière douce à celle du soleil, et la musique remplissait les vastes salles de promesses d'avenir. Parmi les invités, la princesse de Lamballe observait en silence, submergée par un flot d'émotions. Chaque détail de la cérémonie ravivait en elle le souvenir de son propre mariage, de cette brève période où elle avait connu l'illusion du bonheur. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Le regard de la dauphine, clair comme un ciel d'été, croisa celui de Marie-Thérèse. Ce fut un instant suspendu, fragile, mais porteur d'une force insoupçonnée. Entre ces deux jeunes femmes, si semblables dans leur isolement et leur désir inassouvi, un lien naquit. Une sympathie discrète, presque inexplicable, mais irrésistible. Pour la première fois depuis des années, Marie-Thérèse ressentit une chaleur étrange, comme un espoir fragile mais tenace. Ce rapprochement ne tarda pas à susciter des murmures. La cour de Versailles, toujours avide de ragots, se mit à chuchoter sur l'attention que la dauphine portait à cette jeune veuve. Consciente des regards malveillants, la princesse de Lamballe préféra se retirer à Rambouillet, puis à Vernon, loin des intrigues. Elle trouvait dans ces campagnes paisibles un apaisement que Versailles ne pouvait lui offrir. Là-bas, accompagnée de sa belle-sœur, elle se consacrait à des œuvres charitables, visitant les plus démunis avec une tendresse et une générosité qui semblaient inépuisables. Un jour, alors qu'elle parcourait à pied les environs, elles tombèrent sur une masure misérable. À l'intérieur, un vieillard paralysé depuis des décennies tentait, malgré sa condition, de nourrir ses petits-enfants orphelins. Émue par leur détresse, le cœur de la princesse se serra. Elle déposa une bourse sur le lit de l'homme, puis une autre pour sa voisine également dans le besoin. Cette rencontre bouleversante illustrait l'essence même de Marie-Thérèse. Une âme tendre, prête à se sacrifier pour alléger les souffrances des autres. Malgré sa fragilité, la princesse accepta de revenir à la cour, où l'attendèrent de nouvelles responsabilités et fêtes. En 1771, le roi de Suède visita la France, et les réjouissances s'enchaînèrent. Parmi ces événements, les bals du carnaval devinrent un terrain de rapprochement entre Marie-Antoinette et Marie-Thérèse. Dans l'intimité de ces soirées, une véritable amitié naquit, nourrie de confidences et de moments partagés. La dauphine, séduite par la douceur et la grâce de la princesse, trouvait en elle une confidente rare, une alliée précieuse dans un univers impitoyable. Cette amitié fit éclore une joie nouvelle dans le cœur de Marie-Thérèse. Ensemble, elles parcouraient les foires, visitaient les salons d'art ou se promenaient dans les jardins de Versailles. Lors des courses en traîneau, leur rire éclatait, pur et insouciant, comme un défi à l'étiquette oppressante de la cour. Marie-Antoinette, libre et spontanée, entraînait sa compagne dans des escapades folles, loin des regards indiscrets. Mais cette période d'insouciance fut bientôt troublée par un événement qui allait bouleverser le royaume. En avril 1774, Louis XV, frappé par la petite vérole, s'éteignit à Versailles. Ce fut un moment solennel, empreint de tristesse et d'appréhension. Pour Marie-Thérèse, ce décès marquait la fin d'une époque. Pourtant, son regard se tourna immédiatement vers son amie. Marie-Antoinette allait devenir reine, et avec ce nouveau rôle viendrait un poids immense. Pour la princesse de Lamballe,
Cette couronne signifiait bien plus qu'un simple changement de titre pour son amie. Elle y voyait une mission, rester auprès de Marie-Antoinette, l'épauler dans les épreuves à venir et protéger, coûte que coûte, cette amitié qui était devenue l'âme de sa vie. Et ainsi, malgré les intrigues et les tempêtes qui se profilaient à l'horizon, l'espérance renaissait doucement dans le cœur de la princesse, éclairée par la lumière vacillante mais précieuse de l'amitié. C'était une époque où l'éclat des fêtes et la douceur des amitiés pouvaient encore voiler, ne serait-ce qu'un instant, les ombres qui planaient sur Versailles. La princesse de Lamballe, âme dévouée et tendre, était devenue pour Marie-Antoinette bien plus qu'une confidente, une sœur de cœur, une compagne inséparable. Dans ce tourbillon de bals, de promenades à Trianon et d'intrigues étouffantes, leur lien s'était renforcé, malgré les murmures des courtisans et les jugements sévères venus de Vienne. Le roi, dans un rare élan de galanterie, avait offert à sa jeune reine le petit Trianon. Ce domaine enchanteur devint leur sanctuaire, un espace où l'étiquette pesante de la cour cédait la place à une liberté toute simple. Vêtues en fermières, riant à gorge déployée, Marie-Antoinette et la princesse de Lamballe se promenaient en cabriolet, loin des regards critiques. Dans ces moments, la reine pouvait oublier les rumeurs qui l'accusaient injustement de caprice ou d'infidélité. La princesse, elle, se tenait à ses côtés, discrète mais attentive, prête à apaiser ses tourments. Pourtant, la vie à la cour n'épargnait personne. L'impératrice Marie-Thérèse, inflexible, envoyait des lettres chargées de reproches à sa fille, critiquant ses dissipations et son attachement jugé excessif à la princesse de Lamballe. Mais rien ne semblait pouvoir briser leur lien. Lorsque le duc de Penthièvre, beau-père de la princesse, reçut l'ordre de Louis XVI de rétablir la paix en Bretagne, il demanda à Marie-Thérèse de l'accompagner. La décision, bien que logique, fut un déchirement pour les deux amis. Les adieux furent empreints d'émotion, amplifiés par leur nature passionnée et nerveuse. À Versailles, Marie-Antoinette, étrangère dans un pays où elle ne se sentait jamais vraiment chez elle, pleurait la perte temporaire de son amie. La princesse, de son côté, trouvait le devoir austère et les vastes terres bretonnes bien fades sans la lumière de la reine. En Bretagne, elle s'illustra pourtant par son dévouement et sa générosité. Aux côtés du duc de Penthièvre, elle calma les tensions, visita des églises et aida les plus pauvres. Une anecdote, souvent racontée, témoigne de sa bonté. Elle prit sous son aile un jeune garçon orphelin, découvrant avec émerveillement qu'il descendait d'une lignée bretonne noble. Grâce à elle, il fut placé dans une école prestigieuse, ouvrant ainsi une porte vers un avenir prometteur. Malgré ses gestes, son esprit restait tourné vers Versailles. Les lettres de Marie-Antoinette, pleines de nostalgie et de tendresse, étaient des bouffées d'air pour la princesse, qui comptait les jours jusqu'à son retour. Enfin, après des mois interminables, elle fut rappelée. Son retour fut accueilli avec une fête somptueuse, organisée en l'honneur de la visite de l'archiduc Maximilien, frère de Marie-Antoinette. Mais ce fut dans un moment plus intime que la reine lui offrit la plus émouvante des surprises. Son portrait, peint sur une glace du cabinet doré, preuve tangible de l'affection et de la pensée constante de la souveraine. Cette scène, marquée par des rires et des promesses de ne plus jamais se séparer, semblait sceller une amitié éternelle. Mais déjà, les murmures de la cour reprenaient de plus belle. En 1775, Marie-Antoinette obtint enfin de son mari la nomination de la princesse de Lamballe comme surintendante de sa maison, une fonction prestigieuse mais périlleuse. La cour, prompte à jalouser et à critiquer, ne tarda pas à semer des intrigues autour de cette nomination. Les princesses du sang, frustrées de ne pas avoir été choisies, manœuvrèrent pour discréditer la princesse. Même Mercy Argenteau, l'ambassadeur d'Autriche, exprima des doutes sur sa capacité à remplir ce rôle. Mais rien de tout cela ne semblait entacher l'affection de la reine pour son amie. Marie-Antoinette, dans un rare moment de fermeté, s'opposa à toutes les critiques et fit reconnaître à la princesse de Lamballe un traitement équivalent à celui des plus grands de la cour. Ce fut une victoire, mais aussi le début d'une exposition encore plus grande aux intrigues et aux calomnies. Pour la princesse de Lamballe, rien n'avait plus d'importance que de rester fidèle à Marie-Antoinette. Chaque sourire de la reine, chaque éclat de rire partagé valait plus que tous les honneurs de Versailles. Si les ombres s'épaississaient autour d'elle, elle continuait, dans l'insouciance de leur jeunesse et de leur amitié, à chercher un éclat de lumière dans les plaisirs simples et les instants volés à l'étiquette.
Pourtant, les premières fissures du drame à venir se dessinaient déjà. Versailles, avec ses dorures et ses fêtes, commençait à ressembler à une prison dorée, où les murmures allaient bientôt devenir des cris et les fêtes des souvenirs d'un monde perdu. Ainsi, sous l'apparence d'une vie légère et insouciante, se jouait le prélude d'un destin tragique. La princesse de Lamballe, tout entière dévouée à la reine, ne le savait pas encore, mais son nom allait rester gravé dans l'histoire comme celui d'une amie fidèle jusqu'au bout. À la cour de Versailles, l'année 1775 marque à la fois l'apogée et le crépuscule d'un lien singulier entre deux femmes, la reine Marie-Antoinette, étoile de la monarchie vacillante, et la princesse de Lamballe, figure de loyauté et de dévouement. Au début, tout semblait idyllique. La princesse de Lamballe avait gravi les échelons du prestige, devenant surintendante de la maison de la reine. Elle vivait pour Marie-Antoinette, respirait au rythme de ses rires et se consacrait corps et âme à la servir. Mais, derrière les apparences, ce bonheur avait un goût amer. Marie-Antoinette, jeune et avide de nouveautés, ne se satisfaisait plus de la présence constante et du sérieux de son amie. La princesse, toujours tirée à quatre épingles, incarnait le poids de l'étiquette et des devoirs, là où la reine aspirait à des instants légers, presque enfantins. Le vent tourne lorsque la comtesse de Polignac fait son entrée à la cour. Cette jeune femme rayonnante, d'une grâce enchanteresse, séduit Marie-Antoinette par sa vivacité et son naturel. Là où la princesse de Lamballe portait une dévotion presque oppressante, Yolande de Polignac apportait une bouffée d'air frais, teintée d'insouciance. La reine, subjuguée, offre à la comtesse tout ce qu'elle avait promis à sa première confidente, des faveurs, des présents somptueux et surtout son attention exclusive. La princesse de Lamballe observe, impuissante, cette nouvelle étoile graviter autour de la reine. Elle tente de maintenir sa place, mais ses maladresses et ses revendications incessantes pour respecter l'étiquette de sa charge l'éloignent encore davantage. La reine, lassée, cherche à s'amuser, à oublier les pesanteurs de son rôle, et la princesse devient pour elle un rappel constant des contraintes de la monarchie. Alors que les bals, les promenades à Trianon et les flâneries champêtres se poursuivent, la princesse de Lamballe s'efface peu à peu. Elle regarde, depuis les marges, la comtesse de Polignac triompher dans cette cour où elle-même n'est plus qu'une ombre. Les courtisans, cruels dans leur jugement, raillent ses crises de nerfs et murmurent sur ses maladresses. Les rumeurs, comme des vipères, rampent jusqu'aux oreilles de la reine. Les tentatives de la princesse pour regagner sa place auprès de Marie-Antoinette sont désespérées. Elle promet de changer, de se taire, mais son affection débordante, presque obsessionnelle, finit par l'étouffer elle-même. Les rares moments où elle retrouve sa chère reine, elle les passe à pleurer, implorant un retour à l'intimité d'autrefois. Marie-Antoinette, lasse de ces scènes, caresse distraitement les cheveux de son amie, mais son esprit est ailleurs, tourné vers la comtesse, qui l'attend pour rire et jouer. En 1776, la princesse de Lamballe s'éloigne sous prétexte de santé, trouvant refuge à Plombières ou dans ses résidences de campagne. Pourtant, son cœur reste à Versailles, attiré par l'amour qu'elle porte encore à la reine. Elle espère un rappel, une lettre, un signe, mais chaque retour à la cour n'est qu'un rappel cruel de son déclin. La reine continue à lui témoigner une affection distante, mais les faveurs qu'elle lui accorde sont désormais des actes de charité et non de tendresse. La comtesse de Polignac, elle, s'installe fermement dans la vie de la reine, consolidant sa position avec une habileté redoutable. Les bals, où l'on jouait à la guerre pampan, les salons où l'on discutait à bâtons rompus, tout respire une légèreté insoutenable pour la princesse de Lamballe, qui s'efface peu à peu, engloutie par sa tristesse et ses regrets. Dans les vastes couloirs du château de Versailles, où l'éclat des lustres de cristal reflète mille feux sur les parquets cirés, une âme souffre en silence. C'est une princesse, fière et noble, mais brisée par les caprices de l'amitié royale. La princesse de Lamballe, reléguée dans l'ombre, continue pourtant de servir, digne et résignée, le sourire fin, le regard masqué derrière le voile pudique de l'étiquette. Chaque matin, elle compose son visage, non pas pour séduire, mais pour survivre. Sa fierté italienne, héritée d'ancêtres passionnés, la maintient debout, bien que son cœur saigne. Elle traverse les salons, où l'insouciance de Marie-Antoinette brille comme une aurore. Mais cette lumière lui est devenue cruelle. La reine,
emportée par ses propres joies et par les flatteries incessantes de Madame de Polignac, l'a délaissée. La souveraine, inconsciente des blessures qu'elle inflige, rayonne de bonheur. Elle attend un enfant, une fille d'abord, puis enfin un fils, le dauphin tant espéré. Pendant ce temps, la princesse de Lamballe lutte contre la jalousie, contre l'oubli et contre elle-même. Chaque rencontre entre la princesse et la reine devient un supplice, une danse macabre d'apparence. Pourtant, elle se refuse à céder à la haine. Elle observe, stoïque, l'ascension de sa rivale. Madame de Polignac, si gracieuse, semble avoir tout ce qu'elle-même a perdu, l'attention de la reine, son affection, sa proximité. Mais elle ne déteste pas. Non, son cœur est trop pur, trop tendre. Elle espère encore, en silence, un geste, un signe de cette amitié qu'elle croyait éternelle. Cependant, les calomnies la rongent. On murmure dans les antichambres de Versailles que sa naïveté frôle la sottise, que son dévouement est maladroit. Les pamphlets volent de main en main, des mots cruels tachant son nom. Mais la princesse de Lamballe, fragile et forte à la fois, continue d'avancer, cherchant une lumière au milieu de ces ténèbres. En 1778, un coup terrible frappe la princesse, la mort de sa mère, la princesse de Carignan. Ce décès l'accable d'une douleur indicible. Elle s'effondre dans les bras de son beau-père, le duc de Penthièvre, qui tente en vain de l'apaiser. Quelques mois plus tard, son frère Eugène, qu'elle chérit plus que tout, se marie en secret avec une jeune femme de petite noblesse. Cet amour sincère mais interdit provoque un scandale. La cour exige l'annulation de ce mariage, brisant encore davantage la fragile paix de la princesse de Lamballe. Elle assiste, impuissante, à la tragédie familiale, son cœur partagé entre la colère et la compassion. En 1781, Versailles frémit d'impatience. Marie-Antoinette va donner naissance au dauphin, l'héritier tant attendu. Ce jour-là, la princesse de Lamballe reprend son rôle avec une dignité sans faille. Alors que la reine souffre, entourée de courtisans curieux jusqu'à l'indécence, elle reste à ses côtés, attentive, dévouée. Mais lorsque la nouvelle tombe, un fils est né, son cœur se serre d'une étrange mélancolie. Cet enfant symbolise l'espoir pour le royaume, mais aussi son propre éloignement définitif de la reine. Elle sait que ses efforts ne suffiront plus jamais à regagner cette place qu'elle occupait autrefois dans son cœur. C'est dans les rites mystiques de la franc-maçonnerie que la princesse cherche un sens à sa vie. Fascinée par les idéaux de fraternité et de charité, elle se laisse séduire par ces cérémonies empreintes de mystère. Dans l'ombre des loges, loin des intrigues de Versailles, elle trouve un certain apaisement, une communauté où son dévouement est apprécié à sa juste valeur. Elle devient grande maîtresse de la mère loge écossaise, portant fièrement le tablier blanc et le cordon bleu des initiés. Mais même dans ces moments de communion, son esprit reste hanté par les tourments de son cœur. Le spectre de la Révolution commence à planer sur la cour. Les murmures des philosophes, les critiques des pamphlets et les échos des loges maçonniques se mêlent dans une cacophonie annonciatrice de chaos. Et pourtant, dans ce tourbillon d'événements, la princesse de Lamballe persiste. Elle demeure un symbole de loyauté, d'abnégation et de courage silencieux. Ce récit commence au détour d'une rencontre marquante, un éclat dans la grisaille de son quotidien. En 1779, Étiennette d'Amblimont entre dans sa vie. Une jeune fille de 15 ans à la beauté lumineuse, parrainée par Choiseul et Madame de Gramont, un gage de noblesse et de prestige. Dès le premier instant, la princesse ressent pour cette jeune âme une affection presque maternelle. Étiennette devient son refuge, sa protégée. Et, à travers elle, la princesse retrouve un sens à son existence parfois étouffée par la solitude. Elle veille sur elle avec une tendresse inégalée, choisissant pour elle un mari issu de la meilleure noblesse, le comte Lage de Wolude, un jeune enseigne de vaisseau à l'avenir prometteur. Pourtant, ce projet, aussi idéal soit-il, se heurte à des oppositions. Mais la princesse persévère, affrontant les résistances, convainquant les parents réticents. Finalement, en janvier 1782, Étiennette devient Madame Lage de Wolude, un mariage célébré dans le faste et la joie, scellant une union que seule la Révolution viendra briser. À la cour, les jours s'écoulent dans un tourbillon de fêtes et de cérémonies, où la princesse de Lamballe joue son rôle avec grâce. Ces réceptions, bien que fastueuses, ont un charme particulier.
Contrairement aux grands banquets officiels marqués par une certaine froideur, ces réunions privées sont intimes, chaleureuses, empreintes de simplicité et de sincérité. Autour d'elles gravitent écrivains, musiciens et membres de la haute noblesse, créant un petit cercle où l'esprit et la culture brillent. Mais derrière ces apparences éclatantes, des ombres planent. La princesse, souvent en retrait, laisse entrevoir une mélancolie qu'elle peine à dissimuler. Les intrigues de la cour la poursuivent, les calomnies s'accumulent, et son rôle de surintendante de la maison de la reine, bien qu'honorable, devient une position périlleuse. Chaque sourire qu'elle offre masque un cœur alourdi par des tourments que peu peuvent comprendre. L'attachement de la princesse pour Étiennette ne faiblit pas après son mariage. Lorsque le jeune mari s'absente pour remplir ses devoirs de marin, la princesse veille sur son ami avec une attention quasi maternelle. Elle l'entoure de soins, de conseils et même de petites leçons affectueuses, la guidant dans les écueils de la vie à la cour. Mais ces instants de complicité ne suffisent pas à apaiser ses propres peines, car la princesse de Lamballe, bien qu'entourée, est seule. C'est dans ces moments d'introspection qu'elle révèle toute la complexité de son âme. À la fois douce et ferme, généreuse mais exigeante, elle s'impose un code de conduite rigoureux qui l'empêche souvent de céder aux élans spontanés de son cœur. Cette retenue, perçue parfois comme de la froideur, dissimule une sensibilité à fleur de peau, une quête éperdue d'amour et de reconnaissance. La santé de la princesse, fragile, devient un autre combat. Ses crises nerveuses, ses accès de léthargie et ses douleurs mystérieuses la plongent dans une lutte incessante contre son propre corps. Elle consulte de nombreux médecins, s'essaye à des traitements aussi variés qu'inefficaces, et finit par se tourner vers des figures controversées comme Mesmer, célèbre pour son magnétisme animal. Rien n'y fait. Chaque crise est une épreuve qui la rapproche un peu plus d'un épuisement fatal. Pourtant, au milieu de cette tourmente, elle conserve une dignité remarquable. Elle affronte la maladie avec courage, s'entoure de praticiens dévoués, dont le docteur Sefer, qui devient un soutien précieux. Avec lui, elle trouve non seulement un médecin, mais aussi un confident, un homme capable de comprendre les tourments de son esprit autant que les maux de son corps. Le contraste entre les fastes de sa vie publique et la douleur de ses moments privés est saisissant. D'un côté, elle brille dans les fêtes somptueuses, participe aux ascensions des montgolfières et assiste aux ballets et opéras aux côtés de la reine. De l'autre, elle se débat avec des calomnies incessantes, des intrigues de cour et des épreuves personnelles qui la laissent souvent démunie. Son amitié avec Marie-Antoinette, bien que parfois mise à mal par les rumeurs, reste l'un des piliers de sa vie. La reine, dans ses instants de tendresse, lui offre un réconfort rare, un refuge dans un monde hostile. Mais même cette relation, pourtant sincère, est ternie par les jalousies et les incompréhensions qui minent la cour. Dans la nuit du 23 novembre 1785, un incendie éclate à l'hôtel de Toulouse. Tandis que les flammes ravageant les combles, la princesse, loin de fuir, se jette au-devant du danger. Elle sauve des objets précieux, organise les secours et fait preuve d'un sang-froid qui confond ses détracteurs. Ce courage, qui semble presque héroïque, est la marque d'une femme dont la fragilité apparente dissimule une force d'âme indéniable. Alors que les années passent, les tensions s'accumulent. La princesse de Lamballe, bien qu'affaiblie, ne renonce pas à son devoir. Mais l'ombre de la Révolution s'étend, menaçant tout ce qu'elle a connu et aimé. Elle tente de préserver un semblant de normalité, se retire parfois dans ses propriétés et continue à remplir ses obligations auprès de la reine. Pourtant, au fond d'elle, elle sait que le monde qu'elle a toujours connu est en train de s'effondrer. À travers toutes ces épreuves, ce qui ressort, c'est une femme d'une bonté et d'une loyauté sans faille. La princesse de Lamballe, malgré ses souffrances, reste fidèle à elle-même, à ses amis et à ses valeurs. Elle incarne une époque avec ses splendeurs et ses contradictions, mais elle dépasse aussi son temps par la profondeur de son humanité. Son histoire, pleine d'éclat et de douleur, est celle d'un cœur noble pris dans les remous d'un siècle en transition. Et même si elle est souvent décriée ou incomprise, elle demeure un symbole d'amour et de courage dans un monde qui, trop souvent, oublie d'être juste. La cour, quant à elle, s'enlise dans une routine futile, ignorant l'orage qui approche. Les coiffures excentriques lancées par Léonard, le coiffeur attitré, alimentent les bavardages. On parle de coiffures à l'espoir ou agrémentées de myrte,
comme si ces frivolités pouvaient distraire de l'effondrement imminent. Dans les salons de Versailles, les dames rivalisent de luxe, de jeux et d'intrigues. Mais derrière ces rires éclatants, la peur s'installe insidieusement. Pendant que les nobles s'amusent, la France s'enfonce dans la crise. La convocation des États généraux, arrachée par la nécessité financière, marque un tournant. Les dissensions éclatent, et les figures comme Mirabeau et le duc d'Orléans jouent double jeu, fomentant des troubles tout en se cachant derrière un vernis de patriotisme. Le duc d'Orléans, en particulier, intrigue dans l'ombre. Exilé pour ses critiques audacieuses envers le pouvoir royal, il revient avec une rage froide, prêt à attiser la révolte. À Versailles, la princesse de Lamballe, liée par son affection pour la reine et son devoir envers sa belle famille, tente d'intercéder en sa faveur. Mais Marie-Antoinette, méfiante, refuse de céder. Le 5 mai 1789, les États généraux s'ouvrent dans une procession éclatante, mais le faste masque mal les divisions. La foule acclame le tiers-État, tandis que la reine traverse un silence glacial, blessée par cette hostilité manifeste. Dans les salons, on murmure que la monarchie vacille. Les troubles éclatent à Paris, culminant dans la prise de la Bastille. Une colère sourde gronde, celle d'un peuple affamé, méprisé, prêt à renverser les privilèges séculaires. Les journées d'octobre marquent un basculement. La famille royale, humiliée, est contrainte de quitter Versailles pour les Tuileries, cette prison dorée au cœur de Paris. Les journées sont rythmées par les humiliations et les exigences des révolutionnaires. La princesse de Lamballe, fidèle jusqu'au bout, revient auprès de sa reine bien-aimée. Mais cette proximité est un poignard. Elle partage désormais les privations, la peur et les larmes de la souveraine déchue. En juin 1791, dans un ultime sursaut, la famille royale tente de fuir. Mais la capture à Varennes brise les derniers espoirs de rétablir l'autorité royale. La princesse, laissée à l'écart de ce plan, découvre avec horreur les conséquences. À Aix-la-Chapelle, où elle se réfugie quelque temps, elle apprend la nouvelle dans une lettre bouleversante de la reine. « Mon cœur, nous serons déjà loin lorsque vous lirez ces lignes. Sauvez-vous, je vous en conjure. » Ce message, chargé d'urgence et de désespoir, la pousse à l'action. Elle retourne à Paris, bravant le danger. À son retour, la princesse trouve une cour méconnaissable. Les Tuileries sont glaciales, humides, inhabitées par la vie. La reine, bien que toujours digne, est brisée intérieurement. Les regards échangés entre les deux femmes disent plus que les mots. Elles savent que le temps leur est compté. Pourtant, elles s'accrochent à une routine désespérée, cherchant dans ces gestes familiers une lueur de normalité. L'automne 1792 s'abat sur Paris comme un linceul funèbre. Sous les beaux ciels bleus, un souffle d'espoir semble parfois glisser sur la ville, mais les crépuscules fauves, qui ensanglantent le couchant, annoncent le règne des ténèbres et de l'angoisse. La misère n'épargne personne, et partout on parle d'un changement de régime qui exalte les uns et terrifie les autres. Dans les rues, les passants maugraient contre le mauvais sort et pestent contre la disette. La vie continue pourtant de circuler dans les artères de la capitale, avec ses crieurs de journaux et ses marchands ambulants. Mais dès que s'étalent les ombres, les crimes se multiplient et la police, absorbée par les corvées politiques, laisse faire. Aux Tuileries, la famille royale vit ses derniers instants de liberté sous haute surveillance. La princesse de Lamballe, fidèle amie de la reine Marie-Antoinette, tente désespérément de maintenir une façade de normalité. Malgré ses propres angoisses, elle organise encore des soirées de jeu, rassemblant les quelques gens de la cour restant autour de sa table. En coulisses, elle s'efforce de cacher à la reine l'étendue de l'émigration et partage les craintes des souverains, qui redoutent même d'être empoisonnés. La tension monte inexorablement. Le 20 juin 1792 marque un tournant décisif lorsqu'une foule en colère envahit les Tuileries. Louis XVI fait preuve d'un courage inattendu en allant à la rencontre des manifestants. Mais la reine et ses enfants sont acculés dans une pièce, protégés par quelques gardes fidèles. La princesse de Lamballe reste aux côtés de Marie-Antoinette, prête à lui faire de son corps un bouclier. Les heures passent, interminables, tandis que les cris de la foule résonnent dans le palais. La reine, à demi écroulée sur un fauteuil, son fils coiffé d'un bonnet rouge sur les genoux, murmure « C'est trop fort à la fin, cela va au-delà de toute patience humaine. » Dans les semaines qui suivent, la situation devient intenable.
La princesse de Lamballe tente désespérément d'arranger des entrevues secrètes entre la reine et certains révolutionnaires comme Danton et Robespierre, dans l'espoir de trouver une issue politique. Mais ces tentatives échouent, et l'étau se resserre autour de la famille royale. La nuit du 9 au 10 août 1792 marque le début de la fin. Alors que la princesse de Lamballe joue au tric-trac chez elle, ignorant les avertissements sur l'imminence d'une attaque, le tocsin sonne lugubrement dans tout Paris. Le cœur battant, elle se précipite aux Tuileries, où elle trouve la famille royale rassemblée dans la chambre du roi, entourée de quelques fidèles qui s'arment maladroitement. La princesse assiste, impuissante, au déroulement des événements. Elle voit la reine tenter de galvaniser les troupes, puis la panique s'emparer de tous lorsqu'on apprend l'assassinat de Mandat, commandant de la garde nationale. Finalement, sur les conseils pressants de Roederer, la famille royale décide de se réfugier à l'Assemblée législative. Le cortège royal quitte les Tuileries sous les huées de la foule. La princesse de Lamballe, soutenue par la Rochefoucauld, avance en chancelant. Son cœur se serre lorsqu'elle murmure « Nous ne retournerons jamais au château ». À l'Assemblée, la famille royale est parquée dans la loge du logographe, où elle assiste, impuissante, à sa propre déchéance. La chaleur est étouffante, le supplice dure des heures. La princesse, épuisée, finit par s'évanouir. Les jours suivants sont un calvaire. La famille royale est d'abord logée au couvent des Feuillants, dans des conditions précaires, puis transférée à la prison du Temple le 13 août. La princesse de Lamballe les accompagne, partageant leur captivité et tentant de maintenir le moral, notamment celui de la reine. Dans l'intimité de leur prison, Marie-Antoinette et Louis XVI semblent se redécouvrir, unis par leur sacrifice. Le malheur leur révèle la grandeur de leur destin. Dans la nuit du 19 août 1792, un ordre fatidique tombe comme un couperet. La princesse de Lamballe et d'autres proches de la famille royale doivent être arrachés au souverain et transférés à la sinistre prison de la Force. Cette séparation brutale déchire le cœur de tous, mais particulièrement celui de Marie-Antoinette, qui perd en la princesse sa plus fidèle amie et confidente. Dans un geste d'une poignante émotion, la princesse de Lamballe tombe à genoux devant sa reine bien-aimée, couvrant ses mains de baisers désespérés avant d'être violemment arrachée à elle, peut-être pour la dernière fois. À la Force, la princesse est immédiatement soumise à un interrogatoire serré par le redoutable Billaud Varenne. Malgré la pression intense et les menaces à peine voilées, elle demeure d'une dignité inébranlable, refusant catégoriquement de compromettre la famille royale qu'elle a juré de servir jusqu'à son dernier souffle. Sa loyauté sans faille impressionne même ses geôliers, mais ne suffit pas à adoucir son sort. Elle est ensuite jetée dans un cachot sordide, où elle partage sa détention avec Madame de Tourzel et sa fille Pauline. Les conditions y sont effroyables. Humidité, obscurité, promiscuité et privation de toutes sortes. Pourtant, la princesse puise dans sa foi profonde et son dévouement indéfectible à la reine une force intérieure qui lui permet de supporter stoïquement cette terrible épreuve. Le 2 septembre, une agitation inhabituelle dans Paris annonce le début des massacres qui vont ensanglanter la capitale. La princesse de Lamballe, épuisée par les privations et rongée par l'angoisse, est brutalement extraite de sa cellule et traînée devant un simulacre de tribunal. Dans une atmosphère électrique, on lui intime l'ordre de jurer fidélité à la liberté et à l'égalité, mais surtout de renier le roi et la reine. Face à cet ultimatum, la princesse n'hésite pas une seconde. Fidèle jusqu'au bout à ses principes et à son amitié indéfectible pour Marie-Antoinette, elle refuse avec fermeté de prêter ce serment qui équivaudrait à une trahison de tout ce en quoi elle croit. Ce refus courageux scelle irrémédiablement son destin. Sans autre forme de procès, la princesse est livrée à la foule déchaînée qui attend, assoiffée de sang, aux portes de la prison. Ce qui suit est une scène d'une violence inouïe, qui restera gravée dans les mémoires comme l'un des épisodes les plus barbares de la Révolution. La princesse de Lamballe, cette femme d'une grande beauté et d'une douceur légendaire, est sauvagement assassinée par une horde en furie. Son corps est mutilé, démembré avec une cruauté qui défie l'entendement. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Sa tête est coupée, et, dans un geste d'une macabre théâtralité, plantée au bout d'une pique. Ce trophée sanglant devient le symbole terrifiant de la chute de l'Ancien Régime
brandi par une foule en délire qui parcourt les rues de Paris en hurlant sa victoire. Le cortège funèbre, si l'on peut appeler ainsi cette procession infernale, se rend d'abord à l'abbaye Saint-Antoine, lieu chargé de souvenirs pour la princesse qui y avait trouvé refuge dans sa jeunesse. Puis, dans un geste d'une cruauté calculée, la horde se dirige vers le palais royal, résidence du duc d'Orléans, cousin par alliance de la princesse. Mais l'acte le plus abject, celui qui restera gravé dans l'histoire comme le summum de la barbarie, est encore à venir. Les bourreaux décident de présenter la tête ensanglantée de la princesse sous les fenêtres du temple, où est emprisonnée la famille royale. Marie-Antoinette, en apercevant le visage martyrisé de celle qui fut sa plus chère amie, s'effondre, terrassée par l'horreur et le chagrin. Dans les jours qui suivent ce drame, les restes de la princesse sont dispersés, ultime outrage à sa mémoire. Sa tête, après avoir servi de jouet macabre à la foule, est finalement inhumée au cimetière des enfants trouvés. Quant à son corps mutilé, il est probablement jeté sans cérémonie dans une fosse commune, mêlé aux autres victimes anonymes de la fureur révolutionnaire. Le duc de Penthièvre, son beau-père qu'il aimait comme sa propre fille, est anéanti par la nouvelle de sa mort atroce. Brisé par le chagrin, il ne lui survivra que peu de temps, emportant dans la tombe le souvenir lumineux de celle qui avait été la joie de ses vieux jours. La fin tragique de la princesse de Lamballe restera à jamais comme l'illustration la plus frappante de la violence extrême qui caractérisa la Révolution française à son paroxysme. Son destin incarne de manière poignante la chute brutale de l'Ancien Régime et le déchaînement des passions les plus sombres de l'âme humaine. Jusqu'à son dernier souffle, elle demeura fidèle à son amitié pour la reine et à ses convictions profondes, payant de sa vie cette loyauté indéfectible qui force l'admiration. Son sacrifice, aussi terrible fut-il, ne fut pas vain. Le 16 octobre 1793, lorsque Marie-Antoinette gravit à son tour les marches de l'échafaud, elle portait sur elle, comme un talisman précieux, la miniature de la princesse de Lamballe. Ce geste émouvant témoigne de la force d'une amitié qui transcenda la mort et les bouleversements de l'histoire, unissant à jamais ces deux femmes dans la mémoire collective. Le martyre de la princesse de Lamballe reste ainsi comme un symbole poignant de fidélité et de courage face à la barbarie, illuminant de sa lumière tragique les heures les plus sombres de la Révolution française.